Donc, nous allons vous parler tous les deux, c'est-à-dire Thomas Dauthieux, qui est directeur de la conformité à la CNIL. Bonsoir. Et moi-même, Bruno Potier de Lavarde, qui suis avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Nous allons vous parler sur un thème un peu ambitieux, libérer les données, le souhaitable et le possible. Les juristes ont ceci de remarquable, outre qu'ils n'utilisent pas les slides, qu'au bout d'une journée de colloque, ils peuvent commencer à comprendre de quoi il s'agit. C'est sans doute la raison pour laquelle notre organisateur, le professeur Gérard Berry, qu'on pourrait peut-être, puisque c'est les derniers exposés, qu'on pourrait peut-être féliciter et remercier pour son dernier colloque au Collège de France. C'est donc sans doute la raison pour laquelle, en raison de cette incapacité, ou de cette capacité à comprendre à la fin ce qu'on nous a expliqué longtemps, c'est la raison pour laquelle il a tenu à nous faire parler en toute fin de colloque, plutôt que, comme on aurait aimé le croire, son souci de garder le meilleur pour la fin. Nous comprenons donc, finalement, au terme de cette journée, que l'intelligence artificielle a besoin d'utiliser des données de santé, beaucoup de données de santé. Nous comprenons aussi que la France en manque. La Cour des comptes a ainsi déploré dans son rapport annuel d'octobre 2018 que si notre pays a su rassembler des données massives de santé, leur exploitation reste encore insuffisante. Et chacun d'évoquer le retard pris par rapport aux États-Unis, à la Chine, à Israël, et de regretter du coup la perte d'indépendance et d'efficacité. D'indépendance, c'est notre vieux fantasme d'indépendance nationale. D'efficacité, car nous avons plus besoin, on nous l'a dit tout à l'heure, d'exploiter les données de santé des habitants de notre territoire que celles des habitants de Bornéo, par exemple. Ces données, quelles sont-elles et où sont-elles? Qui peut mieux répondre à cela que Thomas Dauthieux? Bien, bonsoir à tous. Alors, redoutable question, qu'est-ce que, d'un point de vue juridique, une donnée de santé? Alors, on a un premier élément de réponse avec le RGPD, qui est le Règlement général sur la protection des données, qui est, pour faire extrêmement simple, c'est la loi européenne en matière de vie privée par rapport au traitement des données dans des fichiers informatiques. Donc c'est un règlement qui est rentré en application il y a maintenant quasiment un an, au mois de mai dernier. Et ce règlement nous donne une définition, qui est la première définition juridique d'une donnée à caractère personnel de santé. Donc je vais vous la citer, sauf erreur de ma part, c'est la seule fois qu'on va citer un article de droit, parce que je sais qu'à 18h, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est la première, mais pas la seule. Ah. Alors, quelle est la définition d'une donnée de santé? Donc une donnée à caractère personnel de santé, c'est une donnée qui est relative à la santé physique ou mentale d'une personne physique, donc bien d'une personne physique, d'un individu, y compris la prestation de services de soins, et qui révèle des informations sur l'état de santé de cette personne. Donc c'est une définition qui est très large et qui permet d'inclure deux types en fait, de données de santé. Le premier type de données de santé, c'est les données de santé par essence. Quand on dit que monsieur X est atteint d'une pathologie, c'est bien évidemment une donnée de santé relative à monsieur X. Il y a un deuxième type de données de santé, ce sont les données de santé par destination. Quand vous avez un poids et une taille chez un tailleur, ce n'est pas une donnée de santé. Quand vous avez par contre un poids et une taille chez un nutritionniste, par destination, c'est une donnée qui est considérée comme une donnée de santé. Donc on voit bien que pour apprécier le caractère de données de santé, il y a tout un contexte, il y a une finalité dans l'utilisation qui est extrêmement importante pour cette deuxième catégorie de données.
Où est-ce qu'on trouve des données de santé? Bien évidemment dans l'utilisation, dans l'activité du corps médical, ça paraît une évidence. Dans tous les acteurs de la prise en charge de la santé, les assureurs par exemple traitent naturellement des données de santé. Et puis, nouveauté, depuis quand même quelques années, on a tous les acteurs du numérique qui vont traiter des données de santé. Tout simplement, lorsque vous allez installer sur votre smartphone une application qui va s'intégrer dans toutes les applications dites de bien-être, et bien derrière, le nombre de poids, votre activité, le rythme cardiaque, etc., eh bien, toutes ces informations vont naturellement être des données de santé. Parmi ces données de santé, on a des données qui sont particulières, ce sont les données génétiques, puisque ce sont des données qui peuvent donner des informations sur votre santé, mais pas que sur la vôtre, également sur vos ascendants et sur vos descendants. Donc c'est vraiment des données qui font l'objet d'une attention toute particulière. Alors vous me direz, quel est l'intérêt d'avoir juridiquement une définition des données de santé? Eh bien c'est tout simplement parce que le cadre européen et la loi informatique et liberté qu'on connaît en France depuis 40 ans, eh bien elle protège. Elle inclut ces données de santé dans ce qu'on appelle les données dites sensibles, au même titre que des informations sur vos opinions politiques, religieuses, orientations sexuelles. Et ces données font l'objet d'une protection juridique particulière dont on va vous parler dans quelques secondes. Et oui, toutes ces données, quelle que soit leur origine, ont en commun d'être protégées. Et ce, au plus haut niveau de nos lois. Au niveau de la Constitution, écoutons le Conseil constitutionnel dans une décision de 2004. 2004, c'est déjà assez ancien. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dit le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire les droits imprescriptibles de l'homme, la liberté, la propriété, implique cette liberté, implique le droit au respect de la vie privée. Ce droit requiert que soit observée une particulière vigilance dans la collecte et le traitement des données à caractère personnel de nature médicale. Il appartient toutefois au législateur de concilier d'une part le droit au respect de la vie privée et d'autre part les exigences de valeur constitutionnelle qui s'attachent à la protection de la santé. Le Conseil constitutionnel, mais aussi la Charte de l'Union européenne, dont l'article 8 proclame que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Protection donc au plus haut niveau. Très tôt, notre pays, peut-être à la différence d'autres, a perçu l'informatique comme un danger pour les données personnelles. La loi informatique et liberté, dès 1978, est remarquablement défensive. Je la cite, « L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant dans les conditions fixées par la présente loi. » D'où cette loi qui institue les protections que nous connaissons et qui crée la CNIL. Cette loi de 1978 a été modifiée très récemment à plusieurs reprises par une loi du 7 octobre 2016 dont vous avez certainement entendu parler sur la République numérique, celle du 20 juin 2018 sur la protection des données personnelles. Et c'est ce même besoin de protection qui s'est étendu à l'Union européenne. Tout le monde connaît maintenant le RGPD, dont on parlait tout à l'heure, et qui est en vigueur dans toute l'Europe depuis juste une année. D'où un risque d'opposition entre des impératifs contradictoires face à des chercheurs et des praticiens qui, on l'a compris, ont besoin aujourd'hui de pouvoir mettre en œuvre et utiliser les bases de données les plus larges. Le moment est venu de s'arrêter et de se demander si les impératifs de protection des personnes et ceux de la recherche et d'une amélioration de la santé publique ne sont pas devenus antinomiques. Faut-il donc libérer les données de santé? Est-ce possible et souhaitable? Leur recueil et leur utilisation paraissent aujourd'hui limités par deux sortes de contraintes.
celles qui sont liées au régime de protection des données personnelles de santé, celles qui résultent du régime juridique des données. Thomas Dothieu va évoquer les premières et je parlerai des secondes. Alors, je propose d'aborder la question qu'on entend beaucoup en France, qui est: est-ce que la réglementation relative à la protection des données empêche ou non l'utilisation à des fins de recherche de bases de données, puisqu'on a quand même une réglementation qui est exigeante, et est-ce que cette réglementation française, et vous l'avez compris, européenne, qui empêche la France d'être à la pointe de l'innovation en matière notamment d'intelligence artificielle, puisqu'évidemment cette intelligence artificielle a besoin de se nourrir de données. Et est-ce que les freins au big data en France sont dus à la réglementation ? Alors, en première analyse, il faut être assez objectif. Il est vrai que la réglementation sur la protection des données, puisqu'elle vise à protéger la vie privée des personnes, peut avoir pour objet ou pour effet de restreindre la quantité de données qui sont disponibles. Alors, je ne vais pas évidemment vous faire un exposé général sur l'ensemble des principes de la loi informatique et liberté, mais en gros, l'idée à retenir de toute cette réglementation, c'est que, je schématise évidemment, mais chaque donnée est une petite partie de notre vie privée, et donc en fait, il faut en collecter le moins possible, le moins longtemps possible, et les mettre à la disposition du plus faible nombre de personnes possible, considérant qu'en fait, on est dans un principe qu'on appelle de minimisation, le moins de données, le moins longtemps possible. Et donc, ces principes de finalité, je ne collecte des données que si j'en ai réellement besoin, je ne les transmets que si c'est réellement indispensable, et les droits qui sont accordés aux personnes, ces principes, ces concepts issus du RGPD dont vous avez peut-être entendu parler, les concepts de protection des données dès la conception, ce qu'on appelle le privacy by design, le privacy by default, empêchent une collecte extrêmement large et un usage illimité des données. Donc c'est vrai que dans une première analyse, on voit que la philosophie même de la protection des données peut s'opposer à une collecte extrêmement large et une diffusion et une réutilisation extrêmement large des données. Néanmoins, cette opposition, elle ne résiste pas à une analyse poussée. Pourquoi ? Premier élément, déjà, on peut estimer que cette réglementation, elle permet de créer un cadre de confiance entre les personnes dont les données sont traitées et les chercheurs. On n'est pas dans un Far West numérique, et notamment en matière de données de santé, on ne peut pas construire à l'insu des patients, contre les patients, en ignorant leurs droits à la vie privée, de mettre à disposition des données pour l'ensemble de la communauté scientifique sans que ceux-ci puissent exercer un certain nombre de droits. On a vu les scandales récents, que ce soit Cambridge Analytica ou la transmission par le système, le NHS anglais, à Google d'un certain nombre de données de santé, qu'on a besoin d'avoir un climat de confiance pour que ces données circulent de manière totalement sereine. Donc ça, c'est le premier mérite de la réglementation, créer un climat de confiance. Deuxième élément, et je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, la réglementation n'empêche pas la constitution et l'utilisation d'entrepôts de données de santé, elle l'encadre. Premier élément, on peut toujours, n'importe quel responsable de traitement, peut toujours constituer des entrepôts de données de santé, par exemple, avec le consentement des personnes, qui est un élément important du règlement. Il y a de très nombreuses cohortes. Je pense à la cohorte Constance de 160 000 personnes, par exemple, qui est hébergée par l'INSERM, qui repose sur le consentement des personnes. Donc en demandant le consentement des personnes, on peut créer des bases de données extrêmement larges, y compris contenant des données sensibles, les données de santé. Ensuite, le règlement général sur la protection des données permet une certaine flexibilité dans la détermination des finalités. Quand vous recueillez le consentement de quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de lui dire que c'est pour tel projet extrêmement précis. Vous pouvez lui donner une information globale sur les finalités qui peuvent concerner plusieurs domaines de la recherche scientifique et pas limiter à un seul projet, parce qu'on peut très bien imaginer qu'au moment où on collecte les données, on ne sait pas quel type de recherche on va faire dans 5, 10 ou 15 ans. Et cette même logique
permet de surcollecter les données avec le consentement des personnes. Pour mon traitement, je n'ai besoin qu'un socle minimal de données, mais en demandant, entre guillemets, la permission à la personne, je vais pouvoir collecter beaucoup plus de données dans une logique de recherche. Le règlement permet également, à des fins de recherche scientifique, sous réserve évidemment d'un certain nombre de garanties, de collecter des données sensibles, des données de santé, mais pas que. On peut traiter aussi, à des fins de recherche, des données relatives à l'origine ethnique de la personne, ses convictions religieuses, si c'est pertinent, son orientation sexuelle, là aussi, si ça a un intérêt par rapport à la recherche scientifique. Donc le règlement permet de collecter ce type de données et aussi de conserver les données plus longtemps. Donc je collecte des données, j'en ai besoin que pendant 10 ans, par exemple, dans le cadre d'un traitement, mais je peux les conserver plus longtemps à des fins de recherche scientifique. La puissance publique, l'État lui-même, peut souhaiter constituer des entrepôts de données, des mécanismes pour permettre de mieux fluidifier les données. Le législateur l'a fait en 2016 avec le fameux SNDS, qui est le Système national des données de santé, qui regroupe un certain nombre de données, qui vise à les mettre en commun et à permettre leur accès, sous certaines conditions évidemment, à des chercheurs. On devait avoir un exposé sur la transformation de ce SNDS en Health Data Hub, en plateforme des données de santé. C'est l'objet d'une loi qui est actuellement en cours de discussion au Parlement, où l'idée est d'injecter dans ce système très français, unique au monde, des données cliniques et de permettre une meilleure exploitation avec des mesures de sécurité qui sont extrêmement élevées, de permettre un appui technique, un appui juridique aussi aux chercheurs face à une réglementation qui, il faut bien le reconnaître, est parfois un petit peu compliquée. C'est tout le sens de ce Health Data Hub. Se développe aussi tout un mouvement en faveur de l'open data, alors qui n'est pas que par rapport aux données de santé, mais qui peut concerner des données liées au transport des personnes, à la consommation énergétique, etc., y compris dans le cadre de politiques environnementales. Et il y a toute une réflexion actuellement sur comment est-ce qu'on peut mieux faire circuler les données qui parfois sont captées par des acteurs privés pour les mettre à la disposition de la puissance publique. Donc il y a vraiment une réflexion, y compris au niveau du Parlement, sur une meilleure circulation des données. Concernant leur utilisation, l'utilisation à des fins de recherche des données, on l'a vu, n'est pas incompatible avec une logique respectueuse de la vie privée des personnes. En matière de recherche, on peut prévoir dès le départ, dès le moment où on va collecter les données, que celles-ci seront utilisées à des fins de recherche. C'est ce que fait l'AP-HP, par exemple, puisque quand vous allez à l'hôpital, évidemment, l'hôpital collecte des données pour vous soigner, mais pas que, puisqu'en même temps, vous avez une information sur la constitution par la PHP, mais tous les grands CHU de France s'y mettent, la constitution d'entrepôts qui vont servir à de la recherche. La loi ne l'interdit pas, la CNIL évidemment a travaillé avec la PHP pour l'autoriser, et actuellement l'entrepôt de la PHP compte plus de 8 millions de patients, 163 millions de résultats d'examens biologiques et 5 millions de comptes rendus médicaux. C'est une base qui est absolument formidable et tous les CHU sont en train de développer ce type d'entrepôt. De la même manière, le RGPD ouvre la possibilité dans le domaine de la recherche scientifique de ne pas déterminer spécifiquement les finalités d'un traitement à la condition d'obtenir le consentement des personnes et en spécifiant le ou les domaines de recherche auxquels les données sont utilisées. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Je veux faire de la recherche, je constitue un entrepôt et j'informe dès le début que cet entrepôt va servir à des fins de recherche. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un traitement qui est constitué et on s'aperçoit au bout de 10 ou 15 ans qu'en fait ce serait formidable d'utiliser cette base de données à des fins de recherche, mais qu'on ne l'a pas prévu, qu'on n'a pas informé les personnes et qu'on n'a pas obtenu leur consentement? Eh bien là aussi, le règlement prévoit la possibilité de réutiliser les données à des fins de recherche pour d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées. Il n'y a pas de déterminisme dans les bases de données qui empêcheraient leur exploitation à des fins de recherche. Avec des garanties apportées aux personnes, notamment des garanties en termes de sécurité ou de pseudonymisation,
on peut réutiliser des données à des fins de recherche scientifique, sachant que le règlement interprète de manière extrêmement large la notion de recherche, qui est le développement, la démonstration de technologies, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et aussi la recherche financée par le secteur privé. Donc le règlement, s'il y a une idée à retenir, c'est que le règlement a une conception extrêmement large de la recherche et offre un certain nombre de possibilités de traiter les données à des fins de recherche scientifique. La CNIL a permis à des opérateurs privés de constituer des entrepôts de données médicales, certes des données pseudonymisées, mais de constituer des entrepôts, notamment, par exemple, issus de logiciels de prescription médicale dans les hôpitaux ou de logiciels de pharmacie. Ces entrepôts ont été constitués par des personnes privées et sont mis à disposition de, notamment, la recherche publique. Autre élément, la sécurité. On dit souvent la sécurité informatique, c'est quelque chose qui coûte cher et qui est un frein pour la recherche scientifique parce qu'on vient rajouter une barrière de plus. Mais cette sécurité, elle doit être vue d'une manière positive, déjà parce que ce sont des données sensibles et que donc n'importe qui ne peut pas y avoir accès et ne peut pas commencer à croiser les données pour, le cas échéant, essayer de réidentifier les personnes. Et surtout, cette sécurité, elle est là aussi un facteur de confiance. Les titulaires de bases de données auront plus vocation à permettre leur accès et leur exploitation si ces titulaires ont la certitude que derrière, la sécurité informatique est garantie par les chercheurs et que donc leurs données ne vont pas se balader, entre guillemets, sur Internet ou être accédées par des personnes qui n'y auraient pas accès. Enfin, les droits reconnus aux personnes peuvent connaître des aménagements. Je pense que tout le monde connaît les droits basiques en matière de protection des données, les droits d'accès, de rectification et les droits d'opposition. Eh bien, on peut aménager ces droits, notamment le droit d'information. La CNIL a autorisé des projets de recherche où le chercheur est venu nous voir en disant « Je voudrais développer un logiciel pour détecter les cancers dans des mammographies. J'ai besoin de traiter plus de 600 000 images. Je ne peux pas informer 600 000 personnes du fait que je vais utiliser leurs données. » Eh bien, le RGPD prévoit la faculté de ne pas informer ces personnes. La CNIL l'a autorisé. Et dans ce cas-là, on a une information générale sur le site web du responsable de traitement. Et le droit d'opposition peut être écarté dans certains projets de recherche liés à des motifs d'intérêt public. Et enfin, dernier droit qui est tout nouveau, qui est porté par le RGPD, qui est le droit à la portabilité. Et le droit à la portabilité vous permet de prendre des données d'une base, d'aller les porter dans une autre base, si vous le souhaitez. Eh bien, ça peut être un facteur d'accélération de la recherche, si, dans une logique un petit peu participative, où les citoyens décideraient de participer à tel projet de recherche et pourraient donc vouloir porter les données de manière à ce que celles-ci puissent être utilisées à des fins de recherche. Me permettez-vous de vous interrompre à ce moment-là? Parce que on s'embarrasse là. Moi, à partir du moment où les données de mon foie sont anonymisées, je me fiche pas mal des traitements et de l'avenir de ces traitements. Alors, à partir du moment où cette anonymisation est irréversible, pourquoi conserve-t-on encore ces droits de repentir, de portage, de refus, d'opposition, etc. Alors c'est là où il faut faire une grande distinction lorsque l'on traite de données. En fait, il y a 3 types de données. Il y a les données qui sont directement personnelles. Je m'appelle Thomas Dautieux. Si vous savez que Thomas Dautieux a telle pathologie, évidemment, l'information, elle est directement personnelle. Elle se rapporte directement à moi. À l'autre opposé du spectre, vous avez une donnée anonyme. Quelqu'un a une pathologie. Si vous n'avez pas plus d'informations sur ce quelqu'un, c'est une donnée qu'on appelle une donnée anonyme. Et là, on ne s'embarrasse pas de tout ce que je viens de vous dire. On est hors champ de la protection des données, puisque cette information, on n'est pas capable de la rattacher à quelqu'un. Et au milieu de ces deux extrémités du spectre, on a ce qu'on appelle les données pseudonymisées, qui sont des données en disant tel numéro a une pathologie. Mais ce numéro renvoie à quelqu'un par recoupement ou avec d'autres informations
ou avec d'autres bases de données. Et généralement, l'intelligence artificielle, ou en matière de recherche scientifique, a besoin de données pseudonymisées pour pouvoir les chaîner, faire des corrélations entre elles. Donc généralement, les données anonymes, si elles ne présentent aucun risque, présentent malheureusement assez peu d'intérêt. Celles qui présentent de l'intérêt, ce sont des données pseudonymisées. Mais comme on le voit grâce ou à cause du big data et des outils d'intelligence artificielle, remonter potentiellement à la personne concernée, eh bien on embarque, entre guillemets, toute la réglementation sur la protection des données. Et enfin, un dernier mot sur ce cadre juridique, c'est le rôle des autorités de protection des données. En France, la CNIL, mais dans tous les pays de l'Union européenne, il y a une autorité de protection des données. Le rôle de la CNIL n'est évidemment pas d'empêcher, elle n'est pas de contraindre. Ce rôle, c'est d'accompagner les responsables de traitement, de façon à ce que ceux-ci puissent déjà, évidemment, être conformes à la loi, mais aussi garantir les droits des personnes, aussi permettre d'avoir une concurrence saine sur la recherche scientifique, puisque la CNIL veille à ce qu'il y ait un climat de confiance et aussi est dotée d'un pouvoir de contrôle et de sanction pour qu'il y ait une concurrence respectueuse des droits des personnes. Donc, en conclusion de mon propos, on peut dire que la réglementation relative à la protection des données n'est pas un frein à la recherche et qu'au contraire, le RGPD connaît un certain nombre de dérogations. Et s'il y a un frein plutôt dans les bases de données françaises, ça tient plus à une absence d'interopérabilité entre ces bases de données, à un défaut d'uniformisation des données, plutôt que sur des sujets liés à la protection de la vie privée des personnes. Ça tient peut-être aussi aux contraintes liées au régime juridique des données. Les difficultés d'accès aux données de santé ou d'utilisation de ces données ne viennent pas seulement des mesures de protection dont elles font l'objet, dont on vous a donné un rapide aperçu. Elles peuvent aussi procéder de leur régime juridique et des contraintes qui en résultent, c'est-à-dire des droits qui peuvent s'exercer sur ces données, considérées en tant qu'objet juridique. À dire vrai, la nature de ces droits, on ne la connaît pas bien. Je précise, mais vous l'aurez compris, que je n'évoquerai ici que les données brutes et non pas les logiciels qui contiennent et organisent des données. Les droits portant sur les logiciels sont déterminés clairement par le Code de propriété intellectuelle. Rien de tel pour les données brutes, et la tentation est grande de dire que ces données sont libres de droit à la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Qu'elles seraient des biens communs, comme l'air ou comme l'eau, sous la seule réserve pour les utilisateurs de se conformer aux règles qui en assurent la protection et de restituer ce qu'ils auront utilisé après usage sans détournement ni profit, comme pour l'air et comme pour l'eau. Une sorte de streaming ou de libre service des données, en somme. À l'autre bout, il y a les tenants d'un droit de propriété des patients, des personnes concernées, sur leurs données. Même s'ils ne paraissent pas franchement portés par le vent de l'histoire, ils sont actifs et ils disposent d'arguments solides. Aujourd'hui, ce droit de propriété n'existe pas dans nos codes ni dans nos lois. Mais la question, c'est vrai, se pose. Un article de la Revue générale de droit médical paru en 2014 est consacré, je cite, à la délicate question de la propriété des données de santé. Et cette question vient de faire l'objet en 2018 d'une thèse très savante de Madame Cavalier à l'Université Jean Moulin à Lyon, intitulée « La propriété des données de santé ». Une thèse qui aboutit à la conclusion, au bout de 500 pages tout de même, que le droit sur les données n'est pas un droit de propriété au sens classique du terme, ne serait-ce que parce que le patient ne peut pas vendre ses données, mais un droit de propriété d'un genre particulier. 500 pages pour arriver à cette conclusion. Ça, c'est les juristes. Le Conseil d'État a été, pour sa part, beaucoup plus affirmatif, puisqu'il constate dans son rapport sur le numérique paru en 2014 qu'il n'existe pas de droit de propriété sur les données brutes. Ce qui n'intimide pas pour autant les partisans d'un droit de propriété sur les données. Mes data sont à moi,
proclame le titre du rapport établi en 2018, l'année dernière, par le think tank Génération Libre, d'inspiration libérale. Quels sont leurs arguments? Un argument économique, l'exploitation des données de santé a une valeur économique, on pense essentiellement aux données recueillies par les GAFAM. Reconnaître un droit de propriété aux personnes de qui viennent ces données leur permettrait de participer à cette valorisation. On objecte habituellement à cela que leur droit à ces personnes représenterait une goutte d'eau dans un océan de données. Mais cette objection n'est pas plus déterminante que celle faite à l'actionnaire de Renault, qui seul n'est rien, mais qui, regroupé, peut se faire entendre. Au-delà de l'argument économique, les partisans d'un droit de propriété font valoir que la reconnaissance de son droit de propriété sur ces données de santé responsabiliserait et motiverait la personne concernée à s'intéresser au traitement dont ces données font l'objet de la part de ceux qui les collectent. Son implication serait plus active et plus vigilante et l'inciterait à ne pas abandonner ces données entre les mains des auteurs des traitements. C'est pour l'essentiel cette même idée qui a animé l'auteur d'un amendement déposé au début de l'année dernière, début 2018, sur le bureau de l'Assemblée nationale, le député Bonnel, à l'occasion de la discussion du projet de loi sur la protection des données personnelles. Je le cite, « Il convient dans un premier temps, de rendre à tout individu ses droits moraux sur les données qu'il génère. Il aura ainsi la possibilité de les léguer à ses héritiers, d'en autoriser l'usage par des tiers. C'est aussi un moyen pour que les individus se rendent compte des données qu'ils génèrent et de les gérer dans leur intérêt. » Pour ma part, je ne suis pas sûr que ma fille serait très intéressée après ma disparition par les radios de mes poumons, mais bon, admettons. C'est en tout cas ce qui fonde l'amendement proposé en ces termes. Le citoyen, entendu comme la personne humaine qui consent à faire exploiter ces données, jouit des droits moraux sur les données personnelles qu'il génère individuellement ou par l'intermédiaire des outils numériques qu'il utilise. Il n'est question ici que de droits moraux, mais comme le dit le député, ce n'est que dans un premier temps, sous-entendu, le reste pourra suivre. Ce à quoi la ministre de la Justice répondait, je me permettrai d'ajouter répondait heureusement, pour proposer le rejet de l'amendement qui lui semblait plus sage de préserver le cadre juridique équilibré actuel que de s'engager dans la voie d'une patrimonialisation des données, ajoutant qu'elle n'était pas certaine que cela permettrait in fine de protéger davantage les détenteurs de données personnelles. L'amendement a été rejeté assez facilement, mais la solution aurait pu être différente si l'on observe que son auteur fait partie des députés En Marche. En l'occurrence, En Marche vers quoi? Vous pourrez en discuter. Est-ce bien protéger la personne et ses droits privés, garantis par la Constitution, que de lui permettre, puisqu'elle en est propriétaire, de vendre ses données de santé? Et à qui? L'on voit bien qui serait le plus sensible aux offres d'achat, les plus nécessiteux, si bien qu'il y aurait là un facteur d'inégalité entre ceux qui pourraient et ceux qui ne pourraient pas conserver la confidentialité de leurs données. J'ajouterai qu'on voit bien ceux qui seraient intéressés par l'acquisition de données auxquelles ils n'ont pas accès. Et évidemment, les géants du net. D'ailleurs, en l'état actuel de notre droit, ces perspectives de commerce des données sont écartées. Un article du Code de la santé publique, L111-8, nous dit que tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues par tel article du Code pénal. C'est quand même la bagatelle de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Y compris donc, dit le texte, pour les cessions conclues avec l'accord de la personne concernée, qui n'a donc pas la possibilité de vendre ses propres données. Comment expliquer cette interdiction qui pourrait sembler attentatoire à la liberté individuelle?
c'est que la loi interdit toute commercialisation du corps humain et les données de santé s'y rattachent évidemment, intégrées qu'elles sont au corps humain, auquel elles sont intimement liées. L'interdiction d'en faire un commerce découle alors d'un principe général de notre droit, le principe de la protection de la dignité humaine. Ce même principe qui a inspiré une fameuse décision du Conseil d'État approuvant l'interdiction de cette distraction un peu insolite et un peu perverse que constituait le lancer d'un nain au moyen d'un canon. Cette interdiction a été jugée justifiée, alors même que le principal intéressé, le nain dont c'était le gagne-pain, ne demandait pour sa part qu'à continuer. Le principe de dignité s'oppose donc à des activités qui portent atteinte à la personnalité humaine. Il s'oppose à ce qu'une personne fasse commerce de ses données personnelles tout autant que de ses 10 doigts ou de sa rate. Il y a encore d'autres arguments évoqués tout à l'heure. Bien des données de santé peuvent concerner non seulement une personne, mais un groupe de personnes. Je pense aux données génétiques, aux données génomiques, intégrées depuis peu aux données de santé. Autoriser une personne seule à les vendre aboutirait à permettre de céder les données concernant tout un groupe familial sans avoir recueilli le consentement de ses membres. Est-ce bien une hypothèse théorique aujourd'hui, vu ce qu'Internet nous propose en matière de recherche de génome ou d'ADN? Il reste que ce que notre droit interdit formellement, c'est la cession de données de santé à titre onéreux. Quid alors de la cession gratuite, autrement dit, de l'abandon de ces données par un patient sans aucune contrepartie? On peut considérer qu'une telle cession est frappée de la même interdiction que la cession à titre onéreux. Comment admettre en effet qu'une personne puisse abandonner, même gratuitement, des droits liés à sa personnalité, par exemple en renonçant d'avance et pour toujours à son droit de consentir à tout traitement de ses données personnelles de santé? Elle peut certes consentir à un traitement, mais il s'agit d'un traitement déterminé ou déterminable, mais pas à tout traitement quel qu'il soit dans l'avenir. Les principes de notre droit s'opposent donc aujourd'hui encore, et tant qu'on sera attentif à repousser les amendements du type de l'amendement du député Bonnel, à ce que l'on reconnaisse à chacun d'entre nous un droit de propriété sur ces données de santé et donc un droit de les céder, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit. Très bien. Les données de santé ne sont pas la propriété des personnes qu'elles concernent, mais elles pourraient l'être la propriété des personnes qui les recueillent, les auteurs de traitements, les hébergeurs. Cette hypothèse est en réalité facile à écarter. Le patient dispose, on le sait, de droits sur ces données qui sont incompatibles avec le droit de propriété d'un tiers. L'auteur du traitement ou l'hébergeur, ni même le fabricant du matériel d'imagerie médicale ou de radiologie n'ont pas ce qu'on appelle les attributs du droit de propriété sur les données, puisque l'usage qu'ils en font est soumis, reste soumis au consentement de la personne concernée, qui peut et pourra, sans avoir à donner d'explication, revenir sur son accord en exerçant son droit d'opposition. On peut bien sûr admettre que le collecteur dispose de droits sur les données qu'il a recueillies dans le cadre de ce que la loi prévoit, mais c'est un droit précaire, soumis au droit concurrent et plus décisif de la personne concernée. Il est vrai qu'on connaît dans notre droit l'existence de droits concurrents sur un même bien, ce qui est le cas, par exemple, des droits d'auteur. Et immanquablement, de bons esprits ont proposé de transposer au droit des données personnelles le système des droits d'auteur, où coexistent les droits patrimoniaux, droits d'exploitation par exemple, et les droits moraux, droits personnels, droit au respect de l'œuvre, droit au respect de la vie privée. Une littérature abondante nous propose effectivement cette assimilation. Mais voilà un système bien lourd et qui surtout ne permet pas d'éluder l'interdiction de céder à titre onéreux les droits sur les données. Écartons donc là encore le droit de propriété, même panaché, entre la personne concernée et celui qui collecte la donnée.
Et puisqu'ils ne font pas l'objet de droits de propriété, même panachés, est-ce que les données n'appartiennent pas à tous? Ne sont-elles pas des biens communs à la disposition de ceux qui en ont besoin? Et ils sont nombreux. C'est le monde idéal qu'envisage Mark Zuckerberg dans un discours prononcé à Harvard en mai 2017. Pourquoi ne pas guérir toutes les maladies et demander aux bénévoles de collecter toutes leurs informations médicales et de partager leur génome? C'est aussi ce que proposait, de manière plus franco-française, dans un article paru l'année dernière, Madame Danielle Boursier, juriste, directrice de recherche émérite au CNRS, vers un droit collectif sur les données de santé. Cette proposition d'une collectivisation des données de santé peut se prévaloir d'un argument qui ne manque pas de puissance. Grâce à qui disposons-nous des données de santé, si ce n'est grâce au système de santé fondé sur la solidarité que nous avons collectivement mis en place? La création par la loi de la plateforme des données de santé, je dis ça plutôt que l'expression anglaise parce qu'on est quand même au Collège de France. La plateforme des données de santé peut être comprise dans ce sens, dès lors qu'elle tente à mettre à la disposition de tous, non plus seulement des données sanitaires, comme le faisait le système national des données de santé, mais cette fois, l'ensemble des données médicales recueillies dans l'ensemble du système de santé. Le statut collectif des données, si nécessaire, on l'a compris, à leur utilisation, c'est-à-dire la mise en commun de toutes ces données et non pas l'utilisation de données d'une seule origine, le statut collectif des données n'implique pas toutefois leur libération. Les prédateurs ne sont pas loin. Les commerçants que notre santé intéresse, les assureurs qui voudraient toujours en savoir plus. D'où la nécessité, dans l'intérêt de tous, du système de protection qui a été mis en place et dont nous entendions parler tout à l'heure, mais qui laisse subsister au moins deux interrogations. Si je ne suis pas propriétaire de mes données de santé, leur protection se justifie-t-elle au-delà de leur pseudonymisation irréversible, j'y reviens, ou anonymisation irréversible? Deuxième question, comment assurer la protection des données de santé recueillies par les GAFAM, extérieures au système juridique français et européen, et qui sera difficile de convaincre de ce qui ne sont pas propriétaires des données obtenues par les objets connectés dont ils nous inondent? Mais ça, ce sera votre prochain colloque, ici ou ailleurs. Je vous remercie.